Alors, est-ce que vous vous rappelez un peu de la devise de notre pays? Liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est ça, ouais. Liberté, égalité, fraternité. Et peut-être que vous ne savez pas, mais cette année, la solitude est déclarée grande cause nationale. Hein? La solitude est déclarée grande cause nationale en 2011. En France. Oui. Depuis quand? C'est cette année, 2011. Voilà. C'est un thème que le gouvernement a lancé en décembre 2010. Et aujourd'hui, le 7 juillet, il y a beaucoup de manifestations dans toute la France pour faire prendre conscience de la solitude et des facteurs. Alors, il y a en particulier ce soir une manifestation à Montparnasse. C'est un collectif d'associations qui veulent montrer que énormément de gens en France souffrent de solitude dans tous les milieux. Voici leur affiche. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être on peut... On ne voit pas très bien en fait. C'est un monsieur qui est tout seul là, sur une place. Et le slogan, pour une personne sur 3, la vie ressemble à ça. Et la façon dont il présente, c'est un peu dramatique. Jusqu'à 122 jours entre deux véritables échanges, autres que les politesses avec la boulangère. C'est la réalité quotidienne de 4 millions de Français. Ce jeudi, un collectif de 26 associations, dirigé par Bruno Dardelais, met en lumière cet isolement et demande la mise en place d'un observatoire de la solitude. Ça, c'est typiquement français. Quand il y a un problème, on met un observatoire. Je ne sais pas si ça va servir à grand-chose. Alors, en tout cas, ils ont interviewé ce monsieur et il dit, voilà, ce qu'on observe sur le terrain, c'est plutôt des personnes entre 30 et 50 ans que rien ne prédisposait à cette situation. Des femmes abandonnées par leurs compagnons, des hommes veufs, des gens au chômage ou qui prennent leur retraite après une activité qui constituait leur seul lien aux autres. Ça, c'est un problème, c'est que beaucoup de gens ne se définissent que par leur travail, et quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de relation, quoi. On retrouve ces personnes aussi bien à la ville qu'à la campagne. Je ne sais pas si vous regardez l'émission L'amour est dans le pré. Ouais. Bon, bah, ça existe dans tous les pays, en fait. C'est les paysans qui ne trouvent plus à se marier. Et vous savez qu'en France, on importe maintenant de nombreuses femmes philippines parce que les cultivateurs en France sont seuls. Absolument aucune femme ne veut vivre avec un monsieur qui reste dans sa campagne, quoi. Mais pour évaluer correctement ce phénomène, nous demandons la mise en place d'un observatoire de la solitude. Alors, à force de ne plus être en relation avec d'autres, ces gens ont l'impression de ne pas être intéressants et ne font plus d'efforts. Surtout qu'on vit dans un monde assez virtuel. Donc, finalement, beaucoup de gens, du moment qu'ils ont Internet, ce genre de choses, ils se désinvestissent encore plus de la vie sociale. Ça ne vaut pas forcément le coup, puisque finalement, le virtuel permet de compenser un petit peu la solitude. Il faut donc créer davantage de structures pour rompre cet isolement. Dans la Drôme, par exemple, c'est un département du sud de la France, des cafés ponctuels s'organisent. Des bénévoles en font la promotion via les journaux locaux, dans les mairies ou les paroisses, et incitent les personnes les plus isolées à se réunir. Bon, ici, à Culture Épée, on a souvent accueilli des gens très seuls du quartier. Aujourd'hui encore, j'ai appelé un monsieur qui est venu une fois. Vous vous rappelez de Greg Taggart, monsieur américain? Bon, c'était un monsieur qui était rocker avant, il faisait plein de concerts. Et depuis la mort de sa femme, il est vraiment très 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 seul, quoi. Je suis allé chez lui l'autre jour et c'est assez poignant de voir combien cette personne, depuis la mort de sa femme, comme il n'a pas d'enfant, la vie est pesante, quoi. Et aujourd'hui, quand j'ai lu ça, je lui ai téléphoné et malheureusement il ne peut pas être avec nous ce soir, mais je pense qu'il rentre un peu dans cette catégorie. Et en fait, il y a pas mal de gens que je vois dans le quartier. Il y a beaucoup d'hommes seuls qui montent et remontent la rue là, sans cesse. J'en connais un, je connais même leurs prénoms, parfois je parle avec eux. Vous les connaissez, hein, Christine, hein? Oui, Ouais. je le vois. Voilà, oui. C'est des braves gens qui sont tout seuls en fait. Parfois d'ailleurs qui ont des problèmes psychologiques à force de vivre seuls. On sent que ça pèse énormément.
Je suis très reconnaissant à la dame d'à côté, qui tient le café. Je pense que c'est une personne qui accueille toute la journée des gens seuls du quartier. Elle a vraiment un rôle magnifique, je trouve. Son café est très très familial, elle est très patiente. Et bon, je pense qu'ici, dans ce quartier, on peut voir ce genre de situation. Hein. Alors, on va voir, selon les principes de l'unification, quelle articulation il doit y avoir entre une certaine solitude qui est bonne, qui est nécessaire, et notre vie sociale. On va parler de l'incarnation individuelle de vérité et du corps en relation. On a dit plusieurs fois que dans l'univers, il y a un double principe. Il y a un principe qui fait que chaque être existe par lui-même et pour lui-même. Nous sommes dans un univers très différencié, où chaque être a des frontières précises, une identité. Ce n'est pas des êtres flous. C'est un univers qui est net et où les êtres sont achevés. Mais en même temps, tout l'univers est basé sur la mise en relation de ces êtres, que ce soit dans les niveaux des molécules ou des astres. Il y a un principe finalement qui met en rapport les êtres les uns avec les autres, un principe d'unification. Alors pour ce qui est d'exister par soi-même et pour soi-même, selon les principes de l'unification, tout être comporte un double aspect. Un aspect intérieur qu'on appelle le sung-sang, qui désigne donc l'aspect intérieur, invisible ou causal. En gros, c'est l'esprit, c'est l'essence d'un être. Et il y a son enveloppe charnelle. Et c'est vrai qu'avant d'exister pour les autres, on doit faire le plein de ce que l'on est. Il y a beaucoup de personnes finalement qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ne se sont pas trouvées, qui n'ont pas de moi très, très construit, très solide. Ils ont un moi changeant ou faible. Et finalement, la relation avec autrui les fait souffrir. Parce que constamment, autrui va me renvoyer une image inachevée de moi-même. Et parfois, ça fait illusion. Les personnes semblent combler un manque en étant avec quelqu'un. Et finalement, une personne qui n'a pas pris le temps de se construire, de devenir vraiment elle-même, d'atteindre une certaine maturité, eh bien, ne pourra jamais construire des liens sains avec autrui. Un jour ou l'autre, ces relations avec autrui vont souffrir d'un manque de plénitude. On retrouve d'ailleurs la sagesse de la Bible, « Aime ton prochain comme toi-même ». Le prochain ne devient proche que si moi-même j'ai une certaine proximité avec moi, j'ai un dialogue intérieur, j'ai une vie personnelle, je sais qui je suis, j'ai un dialogue qui m'amène à ne pas me faire d'illusions sur moi, ne pas me mentir. Et dans ce cas-là, je risque d'établir des relations saines et correctes avec autrui, de ne pas fantasmer, de ne pas les idéaliser, de ne pas non plus les mépriser, mais de les voir tels qu'ils sont. Alors cet être qui aspire à être lui-même, à être un véritable ego, aspire non moins fortement à trouver son alter ego. Ces deux désirs qui sont aussi forts l'un que l'autre. Aucun être ne peut trouver sa plénitude ni en lui simplement, ni avec autrui. Les deux sont nécessaires. Alors il y a des cultures par exemple où on est plus porté à la vie collective. Le Japon est un pays très grégaire et les Japonais sont certainement champions de la vie collective. Ils sont vraiment très très forts. Ils sont très impressionnants d'esprit collectif. Ils arrivent à ne faire qu'un seul homme dans les difficultés. L'envers du décor, c'est que beaucoup de Japonais ont peur d'être seuls. La personne au Japon, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu. Le moi ne fait pas partie de la culture japonaise. C'est très très mal vu de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Et les Japonais ont un côté parfois très désagréable, très conformiste. Quand ils sont en groupe, chacun va regarder un peu ce que l'autre dit et calquer son discours pour ne surtout pas faire de vagues. Au fond, c'est un peu comme ils se sentent les uns les autres. Bon, si quelqu'un a dit ça, en gros, tout le monde va dire la même chose. Alors, le bon côté, c'est que c'est harmonieux, on ne heurte pas autrui, c'est bien, il y a cette courtoisie, cette politesse.
mais il y a aussi quelque chose de très exaspérant, c'est que finalement la personne, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Et derrière la façade de courtoisie japonaise, il y a parfois comme enfin, l'étranger se demande finalement à qui il a affaire. Parfois un certain manque de franchise. Et dans les entreprises japonaises, à un moment donné, ils avaient des jeux un peu idiots pour calmer l'exaspération des ouvriers. Parce qu'en fait, beaucoup de Japonais gardent les choses à l'intérieur. Ça n'explose jamais. Mais par exemple, ils avaient des jeux de fléchettes et ils mettaient la caricature du patron et les ouvriers pouvaient jeter des flèches dessus. Parce que finalement, ils n'ont jamais l'occasion de dire franchement ce qu'ils pensent. Alors normalement, la relation avec autrui n'est vraiment bonne, n'est un paradis, que si déjà en soi ça va bien. Et René Descartes dit « L'amour est une émotion de l'âme qui l'incite à se joindre de volonté aux objets qui semblent lui être convenables. Imaginez un tout dont on est seulement une partie et que la chose aimée en est une autre. » C'est pas tout le temps qu'on a ces relations jubilatoires avec les autres. Ces relations où il y a vraiment de la grâce, où vraiment le courant passe très fort avec quelqu'un. Quand on a une petite vie un peu médiocre, on ne met pas la barre très haut pour soi-même, bon, on ne va jamais non plus tellement investir avec autrui. On n'a pas idée de ce que la relation avec autrui peut avoir de très fort, de très passionnant, passionné. Il y a des gens qui sont tellement réservés que même quand ils tombent sur vraiment des gens intéressants, ben, ils ne savent pas en profiter, quoi. Ça reste toujours à un niveau un peu moyen, quoi. Donc il faut réellement de l'enthousiasme dans les rapports sociaux. Et parfois, je dirais, il faut presque être acteur, tout en étant soi-même. Mais parfois, pour casser la glace, il ne faut pas hésiter à jouer un grand jeu pour vraiment créer une relation plus proche avec les gens. C'est trop bête finalement de rester un peu toujours sur un registre réservé, poli, de ne pas vraiment tout faire pour que le courant passe. Donc, autrui ne va vraiment m'apporter quelque chose que si déjà j'ai fait le plein de mes ressources personnelles. Sinon, on est toujours un petit peu gêné par les autres. Et Sartre n'a pas tort. Il y a beaucoup de fois où, en réalité, on n'est pas vraiment prêt pour rencontrer les gens et ça peut être décevant. Donc il faut vraiment se construire d'abord. Alors selon les principes de l'unification, il y a 2 fondements de 4 positions à établir. Tout d'abord, en moi-même, le Sung-Sang et le Yung-Sang, l'esprit et le corps, vont devoir s'unir, centrer sur ce qu'on appelle le but individuel. Je dois devenir moi-même. Et à un moment donné, les parents veulent que leurs enfants deviennent autonomes. Il y a un temps pour tout, il y a le temps du sevrage. C'est bien d'avoir des bébés qui sont tout mignons, de les allaiter, etc. Mais la vie n'est pas une symbiose perpétuelle entre les parents et les enfants. À un moment donné, les parents veulent dire à l'enfant « Tu es libre, tu as ton autonomie, tu as ta propre construction personnelle. » Le drame, c'est quand l'enfant, à l'adolescence, s'éloigne totalement, finalement se sépare, devient un astre qui n'a plus de relation avec son père et sa mère. Et c'est souvent ce qu'on voit en Occident, c'est que l'adolescence est une crise très très forte, où vraiment le jeune se dresse contre ses parents. Peut-être la crise de l'adolescence est moins forte dans les pays traditionnels, où les gens ont beaucoup d'enfants, mais en Occident, c'est très très fort. C'est ce qui a fait la force du monde occidental. C'est que les jeunes adultes sont persuadés d'être des jeunes dieux, que tout leur est permis, qui n'ont pas à être d'accord avec qui que ce soit, ni Dieu ni maître. Chacun doit vraiment trouver sa voie. Ça a été à la fois le point le plus fort de l'Occident et sa grande faiblesse aussi. C'est cette solitude des gens. Alors, dans le principe d'unification, on appelle ça la première bénédiction. Quand c'est bien vécu, c'est magnifique. C'est que finalement, une personne devient autonome. Elle atteint la maîtrise d'elle-même. Et c'est le fondement individuel de 4 positions. Cette personne qui est d'abord un corps individuel de vérité, elle va ensuite devenir un corps en relation. Qu'est-ce que l'homme? C'est l'être qui est né pour la femme. Une fois qu'il